Donc aujourd'hui, je vais présenter euh, comment on utilise l'effet qu'on appelle trou noir acoustique, acoustic black hole, pour le contrôle des vibrations et des problèmes liés à la vibroacoustique. Euh, donc avant tout, je vais très brièvement présenter la société AQM pour ceux qui ne la connaissent pas. La société AQM, aujourd'hui, elle est divisée en 4 branches: la branche environnement, maintenance, la défense et le design à laquelle je participe. AQM, aujourd'hui, elle propose des services et des solutions pour le monitoring et le contrôle de la qualité de l'air, du bruit et de la vibration. Voilà, très brièvement, une introduction. La présentation, elle sera articulée aux axes suivants. Je commence par faire une brève introduction sur les faits, trou noir. Peut-être que vous ne connaissez pas les faits. Déjà, expliquer pourquoi de ces noms un peu exotiques. Ensuite, je vais présenter quelques applications sur lesquelles on travaille actuellement. Pour rester dans l'espace, on va vous présenter un cas d'étude qu'on réalise avec le CNES pour une application de trou noir acoustique. Et finalement, on va conclure avec un peu les perspectives et les points positifs et les faiblesses de trou noir acoustique. Donc, avant tout, je vais faire une très brève introduction, un rappel sur les ondes de déflexion. On va se concentrer sur les ondes de flexion car on sait que pour des structures fines comme des plaques et des poutres, la propagation de ces ondes, elles sont normalement à l'origine de problèmes liés à la fatigue, au rayonnement acoustique et à la vibration. Donc il y a quelques phénomènes intéressants liés à la propagation de ces ondes. J'illustre quelques-uns dans l'image, par exemple. On sait que les ondes de flexion, elles ont une vitesse dispersive qu'on appelle. Il y a des ondes qui se propagent, des fréquences qui se propagent plus vite que d'autres. Dans l'exemple ici, on peut voir clairement que les ondes à plus petite longueur d'onde, elles sont plus vite que les ondes plus grandes à grande longueur d'onde. Et je note aussi que les longueurs d'onde et la vitesse de propagation, elle est très dépendante du milieu. Dans mon exemple à gauche, je vous montrais une poutre d'épaisseur constante et on voit à droite un exemple d'une poutre où l'épaisseur, elle varie en fonction de la distance. Et on voit que sur un snapshot de la même durée, on voit que les ondes, elles se propagent complètement de façon différente. Donc, vraiment, le milieu, elle va influencer la vitesse et comment ces ondes, elles se propagent dans les structures. Tout ça, ça peut nous motiver à poser la question, est-ce qu'il y aura une façon de contrôler la vitesse de propagation de ces ondes et pourquoi pas le faire complètement arrêter et ne plus se propager dans une structure? Cette question a été abordée et a été adressée par l'auteur Mironov en fin des années 80. Ça a été publié dans une revue soviétique. Dans cet article qui fait très court, qui ne doit pas faire plus qu'une page, il a fait une démonstration qui, en effet, il est possible de trouver des profils de variation d'épaisseur capables de progressivement ralentir les ondes pour qu'elles se propagent de plus en plus, de moins en moins vite, jusqu'à qu'elles soient complètement arrêtées. Bien entendu, on parle d'un cas théorique quand on tende à une épaisseur nulle. Dans la réalité, on ne peut jamais implémenter ça. Et l'auteur, il démontre dans son article que dès qu'on introduit une épaisseur finite, les ondes elles vont réfléchir dans ces bords et on perd les phénomènes qu'on cherchait, les phénomènes d'avoir
une interface complètement anéchoïque. Donc, malheureusement, pour ces manques d'application pratique, les sujets ont été restés dormants pendant quelques années, quelques dizaines d'années. Plus tard, dans les années 2000, les sujets ont été repris et les chercheurs ont essayé de s'affranchir de cette limitation en ajoutant, par exemple, une couche de viscoélastique dans ces profils appelés trous noirs pour voir si c'était encore possible d'arriver à avoir une frontière complètement absorbante qui va jamais réfléchir une onde, qu'elle va complètement absorber, comme en vrai trou noir astrophysique qui va avaler toutes sortes d'énergie qui rentrent dans son champ d'actuation. Donc, plusieurs articles ont été publiés avec des validations théoriques et expérimentales et pour montrer qu'en effet, c'est possible, avec cette couche de viscoélastique, d'avoir l'effet désiré, l'effet qu'on appelle trou noir acoustique. Donc, si on revient à notre exemple de la poutre, je vais vous montrer qu'est-ce que ça représente dans la pratique. Donc, si on rappelle, cette fois-ci, au bord de notre poutre, on a intégré le profil trou noir. Donc, on voit, comme dans les exemples précédents, les ondes qui se propagent, les ondes à plus haute fréquence qui sont plus vite. Et dès qu'elles arrivent vers notre profil trou noir, elles vont se ralentir progressivement. Elles vont se cumuler. C'est une espèce d'embouteillage des ondes. Et à la fin, notre viscoélastique qui est là, au bout, elle va pouvoir dissiper toute cette énergie. On peut voir aussi une augmentation de l'amplitude, car c'est vraiment une zone où on va concentrer l'énergie. Et ça, c'est un point très intéressant qui nous permet ainsi d'optimiser l'ajout de matériaux absorbants, des matériaux viscoélastiques, là où l'énergie elle est concentrée. Donc, ça illustre bien l'effet trou noir acoustique, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que ça peut représenter pour les contrôles de la vibration et de la vibroacoustique dans des structures? Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à avoir des structures complètement passives, donc on n'a pas besoin d'ajouter de l'énergie, et on peut avoir des structures qui sont très amorties, avec un amortissement très important. Dans la théorie, ou même de façon pratique, on va constater que sur les bords, on n'a pas de réflexion. Donc, on peut même arriver à complètement annuler l'effet modal d'une structure, car si vous vous rappelez, un mode d'une structure, il est rien plus qu'une onde stationnaire. Donc, si on arrive à annuler toutes les réflexions dans un bord d'une structure, on va progressivement empêcher une onde stationnaire de se former. Je vous présente dans l'image quelques exemples de trous noirs acoustiques. À gauche, celle qu'on appelle le trou noir andé, donc une poutre où on ajoute les profils trous noirs, comme l'exemple que je viens de vous montrer. Et à droite, un trou noir dit 2D qui peut être intégré dans des plaques, dans des structures 2D. On va voir plus tard dans l'exemple pour les CNES qu'on va se baser sur ces types de solutions pour essayer de réduire les niveaux vibratoires des structures. Voilà, je passe aux applications. Actuellement, on a des projets sur trois secteurs distincts. Dans l'automobile, on cherche à utiliser les trous noirs acoustiques pour
limiter la propagation des ondes. Donc, on essaye d'utiliser les trous noirs acoustiques pour augmenter la perte par transmission des structures type plaques. Dans les secteurs ferroviaires, on utilise les trous noirs acoustiques pour limiter les rayonnements acoustiques des structures. Et finalement, dans les cas où on va rentrer un peu plus en détail, on utilise les trous noirs acoustiques pour contrôler la propagation des vibrations générées par des chocs de séparation, des chocs pyrotechniques. Voilà, on passe pour notre étude des cas. Pour ceux qui connaissent, lors de chocs de séparation d'une fusée, toute la charge utile ou des équipements sensibles, ils sont soumis à des accélérations assez importantes. On peut voir dans les spectres que je vous présente, ça peut monter jusqu'à quelques centaines, voire même 1000 G à des fréquences au-delà de 1 kHz. Donc, tout ça, ça veut dire que les équipements ils sont soumis à des accélérations importantes sur une plage assez large de fréquences. Et ça, c'est les challenges qu'on essaie d'adresser. Comment limiter l'accélération vue par ces équipements en ajoutant les minimums possibles de masse dans les structures. Donc, pour cela, on a intégré deux types de dispositifs trous noirs. On a intégré le trou noir dans la peau des panneaux nids d'abeilles, qui constituent une grosse partie de les structures d'un satellite, par exemple. On voit ici les profils trous noirs, où on vient ajouter une légère couche de viscoélastique au centre, justement, pour compenser l'effet d'avoir une épaisseur finite. On a conçu, on a dimensionné ces trous noirs pour avoir une fréquence d'allumage qu'on dit à partir de 2 kHz. C'est les fréquences à partir de lesquelles c'est très important de protéger nos équipements. Une deuxième solution qu'on a intégrée aussi sont celles qu'on appelle de rondelles ou des champignons trous noirs. On vient à glisser entre les interfaces des équipements, entre les panneaux et les équipements sensibles, toujours dans le but de réduire les niveaux des vibrations en ajoutant au maximum d'amortissement dans les structures. Donc, pour ça, nous avons utilisé des maquettes numériques en utilisant ANSYS Mechanical. Nous avons utilisé SpaceClaim pour tout ce qui est lié à la géométrie. Je note aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, on définit les profils trous noirs à partir des équations mathématiques, des expressions mathématiques. Donc, l'édition ou en utilisant les scripting SpaceClaim, ça nous a fait énormément gagner du temps là-dessus. Et finalement, un point très important à surveiller quand on fait des calculs avec des structures type trou noir, c'est de faire une attention spéciale au contrôle du maillage. Dans les bords de trous noirs, on peut arriver à avoir des longueurs d'onde assez petites, beaucoup plus petites qu'on avait sur le reste de les structures. Donc, il faut avoir un contrôle total du maillage pour s'assurer qu'on a bien pris en compte toute la physique du problème. Donc, je vais attaquer directement sur les résultats. J'espère qu'au niveau du temps, tout va bien. Donc, je vous présente les résultats modaux des structures. Donc, dans les graphiques que je présente là, chaque point correspond à un mode de les structures. La composante horizontale, c'est la fréquence de ces modes, et la composante verticale, c'est l'amortissement de ces modes. On a dû faire des calculs modaux en prenant en compte l'amortissement des matériaux, justement pour permettre d'identifier les modes de l'amortissement généré par chaque mode.
Les codes couleurs ici montrent qu'en orange, on a les structures de base. On voit déjà qu'il y a très peu d'amortissement sur les structures de base, voire quasiment nul. Et dès qu'on ajoute les trous noirs acoustiques, on commence, notamment à partir de 2-3 kHz, à avoir une densité modale importante des modes qui sont beaucoup plus amortis que tout le reste des structures. Donc on espère, avec ces modes-là, de vraiment dissiper de l'énergie. Une fois qu'une onde arrive dans les structures trous noirs, elle va être piégée et elle va être dissipée justement par ces amortissements qui est important. Ensuite, on a fait des calculs de la réponse des structures. Donc on voit toujours, on compare les structures avec et sans trou noir. En orange, les structures sans trou noir, on voit le comportement typique d'une structure très peu amortie, des modes bien marqués et des amplifications modales assez importantes. Et dès que le trou noir ils sont implémentés, ces modes ils sont calmés. On voit sur les régimes plutôt haute fréquence, on peut gagner au-delà de 20 dB sur certains modes. On voit effectivement qu'à partir de 2-3 kg, les ondes qui rentrent dans le trou noir, elles sont largement, fortement atténuées. Pour illustrer ça, j'ai fini la présentation en vous montrant un exemple du régime transitoire. Donc, qu'est-ce que se passe dans le domaine du temps? Donc, à gauche, une onde plutôt basse fréquence. Donc, on voit identifié par les flèches l'amplitude de vibration. On voit que pour les basses fréquences, la taille du trou noir, elle n'est pas suffisante pour vraiment piéger cette énergie. Donc, on voit que les ondes, elles se baladent encore un peu librement dans les structures. Dans l'exemple à droite, un peu haute fréquence, on voit que cette fois-ci, les ondes, elles sont suffisamment petites pour rentrer, elles sont vraiment piégées dans les trous noirs, elles vont être concentrées au centre et elles vont être dissipées. Et c'est à ce moment-là où on voit que le trou noir, il marche vraiment de façon il est très performant pour l'atténuation des ondes. Voilà, j'ai fini la présentation en vous montrant un peu nos perspectives. Pour ces projets, on a arrivé à démontrer qu'on peut gagner, on peut réduire les niveaux vibratoires en réduisant même la masse de les structures. Dans l'exemple, on a fait des calculs en ajoutant jusqu'à 12 trous noirs dans un panneau. Et on peut gagner, réduire la masse totale. Bien entendu, un trou noir, c'est intrinsèquement une faiblesse dans les structures. Donc, des calculs pour certifier l'intégrité structurelle, elle est aussi nécessaire. Dans les cas de ce projet, on va passer une phase du démonstrateur physique. Donc, on va fabriquer à partir des techniques conventionnelles notre trou noir. Et on espère avec ceci de montrer que le trou noir, c'est une bonne option, une bonne alternative pour optimiser l'amortissement en allégeant une structure. Donc voilà, pour conclure, un trou noir, c'est quelque chose c'est une dispositif passive qui peut optimiser la dissipation énergétique d'une structure. Ça peut nous aider à réduire la masse et par contre, il faut être attentif aux éventuelles faiblesses qu'on peut ajouter également dans les structures. Et voilà, je pense que ça, c'était tout ce que j'avais prévu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enrique. Félicitations pour cette présentation assez complète et pour la fluidité. Bravo. On a effectivement plusieurs questions que je vais sélectionner du coup dans la rubrique. Alors, juste avant de les exposer, un rappel de bien poser les questions dans la rubrique questions-réponses plutôt que dans le chat. Surtout si vous les envoyez directement au speaker, nous on ne pourra pas les intercepter. Alors, quelques premières questions sur les matériaux viscoélastiques que vous aviez évoqués tout à l'heure. Quelle est la nature de ces matériaux viscoélastiques au bout de la plaque? D'accord. Là, on a utilisé pour nos calculs des matériaux, comme ce sont des matériaux qui sont
finalement utilisé dans l'espace. On a utilisé un peu notre expertise dans les domaines. Maître Habib a pu travailler dans les domaines et caractériser ces matériaux. On a utilisé des caractéristiques qui sont compatibles avec du silicone, par exemple. Des matériaux classiques, il n'y a rien de très particulier. Ce sont des matériaux qui sont compatibles avec des applications dans l'espace, par exemple. Il n'y a pas vraiment une spécificité très importante. Il suffit que les viscoélastiques soient suffisamment viscaux pour pouvoir compenser cette épaisseur finite au but le trou noir acoustique. Donc, en gros, on a utilisé des amortissements typiques de 0,5 ou 1 pour ces matériaux viscoélastiques. Ok. Est-ce qu'il faut travailler la forme de ces matériaux viscoélastiques pour optimiser leur efficacité? Après, bien entendu, on peut utiliser, ça me fait penser aux viscoélastiques, les sandwichs viscoélastiques qui peut travailler en cisaillement pour optimiser l'amortissement. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer dans les détails dans l'application ferroviaire, mais ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence. Il y a aussi des phénomènes, on peut gagner encore en plus en amortissement en faisant travailler l'amortisseur en cisaillement. Donc, il y a effectivement des possibilités d'augmenter la performance en travaillant sur les viscoélastiques. Ok. Alors une question justement sur les applications. Est-ce qu'il y a déjà des applications industrielles? À ma connaissance, sur le projet, notamment le projet qu'on mène, le projet qui est le plus avancé, on est sur la phase de un proto-industriel, un prototype physique. Donc, il n'y a pas encore une application réelle dans une structure, mais on peut dire qu'on n'est pas loin. Quel est le diamètre du trou, enfin du hole, mais c'est du trou du coup. Après, le diamètre, il est lié à la fréquence qu'on veut adresser. Le plus les diamètres est grand, le plus on va adresser les basses fréquences. Donc, dans l'exemple que je vous ai montré, il doit faire aux alentours de 150-200 mm de diamètre pour adresser ces fréquences de 2 kHz. Mais si on veut adresser encore plus bas en fréquence, il faut des trous noirs plus grands. Ok, du coup vous avez répondu à la question suivante. Alors une autre question un peu plus bas. Est-ce que l'effet trou noir peut être combiné avec d'autres types de solutions pour le contrôle des vibrations? Oui, ça c'est des choses qui a été fait. Nous travaillons après, j'ai dû passer vraiment vite là-dessus, mais dans les cas où on a introduit 12 trous noirs dans les structures, on peut voir par exemple d'autres phénomènes qui apparaissent justement du fait d'avoir des structures architecturées, périodiques. Donc on peut combiner les effets de trous noirs avec des solutions par exemple comme c'est là qu'on appelle de métamatériaux. Ok. Une dernière question. Quel est l'impact d'éventuelles imperfections de fabrication du profil sur la performance du trou noir acoustique? Oui, ça c'était l'objet de plusieurs dans les validations expérimentales qui ont été faites, qui ont été publiées, qui n'a pas été fait par nous. Mais heureusement, on voit qu'il même si le profil trou noir il n'est pas parfait, il ne suit pas parfaitement l'expression mathématique qu'on a proposée, l'effet d'avoir les viscoélastiques, il laisse
il laisse un peu de tolérance pour que l'effet puisse avoir lieu, même s'il y a quelques imperfections de production. Donc, si ces imperfections ne sont pas majeures, on va encore garder l'effet trou noir sans avoir besoin d'avoir une structure parfaite.